Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous qu'on fait en ce moment de façon mensuelle. Une heure avec Toast. Je vous présente Sean Grenier, qui est en fait directeur conseil stratégie chez Toast. Et je me présente Alexandre Gravel, associé et cofondateur de la boîte et souvent appelé éternel stagiaire à l'interne parce que je pense qu'on est dans un milieu où tout évolue un peu à vitesse grand V. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous chez Toast pour vous accueillir aujourd'hui ici dans nos bureaux à l'agence et vous inviter à passer une heure avec nous. Alors Toast, on est une agence de contenu, donc on accompagne les marques dans la solidification de leurs équipes de contenu et dans leurs opérations de contenu. Ce qui veut dire on accompagne les marques là, de l'idéation jusqu'à l'archivage des contenus. Donc si vous êtes en direct avec nous, que ce soit sur LinkedIn ou sur le web, ben, vous aurez la chance de participer si vous le désirez via le clavardage que vous trouverez en ligne. Sean et moi, on va garder un œil sur nos différents écrans pour être sûr d'attraper vos questions, vos commentaires, vos tomates au besoin. Et si vous écoutez ceci en balado par la suite, eh bien, c'est un rendez-vous pour le prochain direct. On vous invite à vous inscrire à notre infolettre. Et à ce moment-là, vous pourrez ne pas manquer aucune des invitations à vous joindre à nous. Alors, je mentionne un peu la dynamique et la façon dont on fonctionne, Sean et moi, quand on fait ce genre d'heures avec Toast ensemble. Essentiellement, à tour de rôle, on s'entrevue. Donc, on s'interviewe, excusez-moi. On fait l'entrevue avec l'autre. Donc, aujourd'hui, j'ai envoyé quelques notes à Sean il y a de ça, même pas 24 heures, avec le sujet d'aujourd'hui, dont il était au courant, évidemment, et dont il connaît très, très bien les tenants et aboutissants. Mais je lui ai envoyé quelques notes comme ça, et Sean va donc être en charge de jouer l'intervieweur aujourd'hui et de m'interviewer sur le sujet du jour. Le sujet du jour, donc les équipes de contenu, la gouvernance et les licornes. Donc, Sean, je te laisse lancer un peu la balle là-dessus. Oui, bon, ben, comme dans le fond, le titre du webinaire le dit, on va parler des licornes, mais évidemment pas au sens fantastique que vous connaissez bien, mais plus au sens professionnel dans les organisations comme la nôtre, comme la vôtre, comme les créateurs de contenu indépendants. Mais aussi toucher à d'autres éléments autour des licornes, comme Alex l'a mentionné, le contenu, la gouvernance, les équipes en soi qui gèrent tout ça. Parce que c'est une réalité, en fait, qui comporte pas mal de challenges et de nouveautés dans les nombres d'équipes qu'on constate ces temps-ci, dans les départements marketing, dans les agences, dans les nouveaux clients qu'on reçoit ici aussi, nous, de notre côté. Alors, on s'est dit, pourquoi pas en parler? Et la première question, justement, je te la renvoie. Pourquoi tu voulais parler de ça aujourd'hui et pourquoi je t'entrevue ou je t'interview aujourd'hui? On va faire ça Montreal style. On va mélanger un peu les mots français-anglais, en franglais si on veut. Ben, une des choses qu'on a remarqué, c'est que depuis peut-être les 2 dernières années, il y a eu une grande évolution un peu dans la nature des équipes avec qui on interagit, du côté des marques, des annonceurs. Il y a eu une accélération de l'internalisation de certains rôles. Donc, il y a certaines expertises que dans le passé, on a fait justement ici à l'agence et on accompagnait justement les clients à pouvoir exécuter et à pouvoir opérationnaliser toute la chose, mais avec une certaine expertise ici. Et il y a eu ce shift qui s'est opéré au cours des dernières années. Il y a certaines, justement, internalisations de ces rôles-là. Je vais donner un exemple tout simple et tout bête.
dans beaucoup de cas, la gestion des réseaux sociaux et la gestion de communautés, dans certains cas, a été internalisée chez les clients. Et c'est un naturel. C'est un naturel quand le volume est là et quand ça fait du sens au niveau client, tant au niveau budgétaire qu'au niveau agilité. Donc, il y a certaines de ces expertises-là, et il y en a d'autres maintenant, puis ça s'accélère un peu, qui vivent une internalisation du côté, justement, client. L'autre aspect qui est bien important pour parler, justement, d'équipe contenu puis de gouvernance, j'ai envie de dire que c'est un peu le contexte économique actuel, là. On en a vu les premiers balbutiements là, dans la dernière année 2023. Ça a été une année faste à plusieurs niveaux, mais on a vu commencer à apparaître une certaine pression économique au niveau général à la fin de l'année. Et 2024 ne s'annonce pas pour être de tout repos nécessairement. On ne saura pas exactement de quoi l'année sera faite, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait justement des jeux budgétaires qui soient faits chez les marques, chez les annonceurs, chez les agences, dans les investissements médias. Donc, à plusieurs niveaux, sur des éléments qui touchent et qui toucheront justement les équipes de contenu. Donc, ça devient un sujet d'actualité parce que le contexte économique va avoir une influence sur le quotidien des équipes de contenu. Puis le troisième élément que je m'étais pris en note, c'était vraiment la démocratisation de la fonction contenu. Donc, là où il y a peut-être 10-15 ans, faire du contenu demandait une expertise ou différentes capacités qui un peu exigeait le fait d'externaliser ça vers une expertise externe. De nos jours, vraiment, il y a une démocratisation de la production de contenu. Donc, on se retrouve avec un nombre énorme d'experts, de créateurs de contenu, de pigistes, d'agences, et qu'elles soient internes ou externes. Et il y a ce côté où c'est de plus en plus facile de faire du contenu, mais je vais y revenir. Facile ne veut pas toujours dire bon. Donc, c'est un peu un peu la prémisse de la chose aujourd'hui. Bon, ben avec ça, dans le fond, on va commencer avec notre première question dans cette entrevue. Avant de se rendre au pays des licornes, on va commencer par la base. Quand on parle de stratégie ou de programme de contenu, qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance exactement? Ben, gouvernance, on aime beaucoup la définition que Cathy McKnight, avec qui on travaille, basée à Toronto, nous a sorti à un moment donné. Elle nous a parlé de PPT. Et à ce moment-là, on a tous pensé PowerPoint pendant les premiers 5 secondes, mais au final, c'est la notion et la définition de la gouvernance autour de 3 mots. People, Process, Tools. Donc, les gens, le talent, les processus et les outils. Donc, quand on parle de gouvernance et d'équipe de contenu, ça vient chercher vraiment ces 3 éléments-là dans la mesure où on doit considérer les gens et le talent qui sont requis et qui vont être nécessaires pour exécuter notre programme de contenu. On doit penser au processus, comment on va fonctionner justement entre nous, quelles sont les façons de faire qui sont mises en place, que ce soit avec des partenaires internes ou externes. Et le troisième élément, c'est les outils. Quels sont les outils à notre disposition? Qu'ils soient technologiques et que ce soit une plateforme méga complexe avec un grand DAM qui permet de stocker tout le contenu et de faire des recherches extraordinaires parce que tout est bien tagué. Ça n'existe pas nécessairement dans toutes les organisations et même celles qui l'ont, ça ne veut pas dire que ça fonctionne aussi. Ça, c'est un autre dossier. Mais l'autre élément, c'est que les outils, ça inclut toutes les feuilles Excel sur lesquelles et avec lesquelles les équipes de contenu fonctionnent. Et donc, l'enjeu là-dessus, c'est quand on commence à mettre ça tout en place, cet aspect de gouvernance-là devient hyper important. Pourquoi? Parce que c'est de plus en plus facile de créer de la médiocrité à grande échelle. Puis vous comprendrez un peu d'où vient ce propos avec l'arrivée depuis 1 an et demi des ChatGPT et autres IA génératives de ce monde. C'est de plus en plus facile de créer du mauvais contenu à grande échelle. Oui, en effet, c'est comme un double tranchant. En fait, on a comme l'intelligence artificielle qui nous aide à être plus productif, plus efficace, plus tout. Mais après, on manque comme le point de vue unique des créateurs de contenu, justement, qui viennent nourrir souvent qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit un bon contenu ou un contenu médiocre. Alors, si on se fie juste à des outils qui vont nous produire du contenu de masse comme ça, on perd en fait l'authenticité puis le réel besoin d'avoir un contenu qui performe bien, dans le fond, au centre d'une stratégie. Puis la semaine passée, je faisais une couple de lectures de différents rapports, puis je suis tombé sur une quote vraiment intéressante dans un des rapports
qui était ce désir et cette tendance peut-être naissante qui va apparaître de ce qu'on pourrait appeler les marques unplugged. Donc, des marques qui vont se targuer et dire avec honneur qu'elles n'utilisent pas l'intelligence artificielle dans leur contenu. Ce sont des marques unplugged et donc qui se débranchent un peu de ces outils-là pour créer quelque chose d'un petit peu plus senti et d'un peu plus humain. À voir où est-ce que ça va nous amener, mais je détestais vraiment pas le concept. Ma deuxième question, dans le fond, pour rebondir un peu sur la gouvernance des équipes de contenu, si on parle des équipes de contenu en soi, qu'est-ce qui différencie ou distingue les équipes de contenu dans une entreprise versus les autres types d'équipes dans cette entreprise-là? Bien, une des choses qu'on remarque, puis dès qu'on travaille en com, en marketing, c'est l'aspect créatif. Donc, on dira que toutes les équipes sont créatives, là. Oui, OK, à l'intérieur d'une organisation, tout le monde a un potentiel créatif, mais ça ne veut pas dire qu'il l'amène toujours au bureau et que tout le monde a l'opportunité de l'amener au bureau non plus. Mais chose sûre, dans les équipes de contenu, il y a ce côté créatif-là. Et donc, c'est ce qui distingue les équipes de contenu, et pas juste les équipes de contenu, mais notamment les équipes de contenu et ce à quoi les dirigeants et les gestionnaires doivent penser. C'est cette fine balance qui doit s'opérer entre la créativité d'un côté puis la structure de l'autre. Ce qui veut dire que oui, on veut laisser sortir toute cette créativité-là, on veut laisser les gens créer, penser, avoir de bonnes idées, à la limite innover, ce mot si galvaudé, mais on veut aussi créer un carré de sable, créer un framework autour duquel ces gens-là vont pouvoir opérer. Et c'est là que la gouvernance devient importante parce qu'elle vient justement placer certains processus et certains outils. Puis tantôt, quand on parlait de définition de gouvernance, tu sais, quand on parle de processus, ça fait toujours bien peur au monde créatif des fois. Donc, l'idée, quand on parle de processus au niveau des équipes de contenu, c'est vraiment cette notion de dire, on va mettre en place des cadres, des façons de faire, mais qui vont laisser place à la créativité, qui vont laisser place justement à ce désir de servir l'audience. Parce que c'est souvent ça, on est au service de l'audience. Puis ça, c'est un élément justement qui distingue les équipes de contenu. Puis dans un rapport qui est sorti milieu d'année dernière, donc mi-2023 à peu près, là, on enregistre ça en janvier 2024, c'était le Content Marketing Institute Salary Survey de 2023. Il y avait une quote d'une personne qui avait répondu sur son rôle puis son senti par rapport à ce qu'elle est ou ce qu'elle fait à l'intérieur de l'équipe de contenu. Puis j'avais beaucoup aimé ça, je lis, donc j'ouvre les quotes. Nous avons la possibilité de raconter les histoires qui comptent. Nous avons le pouls de ce que nos audiences veulent apprendre. Et nous avons la position, le pouvoir et la place de rendre le monde meilleur pour nos lecteurs, auditeurs et publics. Fin de la citation. Moi, ça me jette par terre. Ça me jette par terre quand je me dis que les gens avec qui nous, on travaille au quotidien, que ce soit les experts externes chez Toast ou les gens qui travaillent du côté client, cette espèce de passion pour l'audience, la connaissance de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent apprendre et de pouvoir l'amener. Oui, on va retrouver en vente justement cette dimension-là de dire, ben oui, on connaît nos clients. Mais je ne sais pas si on peut toujours dire que c'est une passion que ces gens-là vivent. Puis je fais exprès, j'aime ça caricaturer, je me gêne pas aujourd'hui. Puis on le fait un peu, mais chose sûre, en contenu, on a tous un peu la fibre créative qui fait en sorte que cette passion-là, on la vit pour vrai. Donc, il y a cette balance-là entre la créativité et la structure, puis qui vient appuyer ce côté passionné qu'on veut avoir dans le contenu. Puis, dans le fond, ma prochaine question plus tard, ça va être par rapport au défi, mais on dirait que je vois un défi juste là quand on parle de passion, surtout, puis là, je prêche pour ma paroisse, dans ma réalité. Dans une agence, souvent, on veut produire avec passion, on veut livrer des idées créatives, mais malheureusement, par la structure de la chose, des fois, on est comme exécutant d'une idée. Puis même avec la passion qu'on a, on n'est pas capable d'aller plus loin que ça parce qu'il faut exécuter quelque chose. Est-ce que tu as des trucs pour comment, dans le fond, maintenir la passion quand on a ce sentiment-là de juste être des exécutants? J'ai envie de dire un mot, curiosité. Je pense que oui, certes, en tant qu'agence, on est un fournisseur.
On est un fournisseur aux yeux des approvisionnements, des finances chez le client. Mais je pense que la relation qu'on se doit de bâtir et qu'on se doit de maintenir, c'est une relation, entre autres, dans laquelle il se doit d'y avoir une part de curiosité. Comment ça va? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui marche en ce moment chez vous? C'est quoi qui marche pas? D'être capable de créer cet échange-là, très transparent, où on est tous un peu au même niveau, où on travaille tous dans la même équipe pour le mieux de l'organisation. Donc, ce qu'on veut, ultimement, avec le contenu, c'est aller chercher de la croissance pour l'organisation, pour la marque. Ça, on se le cache pas. Mais c'est cette idée d'être curieux par rapport à comment ça se passe du côté de l'autre bureau, le bureau du client, par exemple, et d'aller chercher ce côté-là. Parce que oui, c'est vrai, puis, tu sais, on a des fois, chambre des mandats où c'est produisons telle chose, livrons-le, puis on va espérer que ça fonctionne. On n'a pas toujours, puis dépendant des structures d'équipe côté client, on n'a pas toujours la même mise, un contrôle ou même un regard sur la façon dont le contenu va être exploité. Ça, c'est bien parfait. Mais cette curiosité-là de pouvoir créer cette espèce de relation-là en disant, ben, on veut savoir comment ça va se passer. C'est important pour nous de savoir comment ça va se passer. Ça va nous permettre d'améliorer notre prestation de service pour la prochaine fois qu'on va se parler. Et sinon, d'améliorer globalement aussi un peu le pool de talent à l'intérieur de l'organisation des deux côtés. Parce que quand on se challenge comme ça, que ce soit à l'interne dans un département marketing, que ce soit à l'interne dans une agence ou que ce soit entre justement le partenaire et le client, on fait monter un peu le niveau des discussions. Et maintenant, je vais utiliser ma curiosité. Donc, tu mentionnais, on parlait de défis. Je sais que tu as 6 défis, en fait, pour les équipes de contenu à nous présenter pour 2024. Mais ma curiosité, en fait, c'est quand tu vas nous présenter ces 6-là, pour toi, c'est quel le nerf de la guerre en 2024 qu'on devrait prioriser, même si c'est toutes des choses qui vivent un dans l'autre, mais quel, en fait, selon toi, c'est lui de 2024 qu'on doit maîtriser? OK. Donc, on y va. 6 défis, ou du moins 6 axes sur lesquels il y a des éléments de gouvernance à considérer, dans lesquels une équipe de contenu se doit d'avoir les capacités ou de savoir où les trouver, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Donc, le premier défi, c'est un défi de stratégie. Donc, c'est de s'assurer que je vais nommer les 6, puis après ça, je vais les décliner. Donc, le premier, c'est un défi de stratégie. Le défi de stratégie... excusez-moi, je suis tout mêlé, là, j'ai bougé ma fenêtre en même temps. Le défi, c'est les 6 défis. On va y arriver, on est en direct, c'est du direct, c'est ça qu'on veut. 6 défis. Un défi de stratégie, un défi de création, un défi de production, un défi de commercialisation des contenus, un défi d'activation et un défi de mesure. Donc, tu veux que je te sorte un défi particulier à l'intérieur de tout ça. Donc, ces 6 axes-là sont remplis de défis. Dans le défi de stratégie, c'est de s'assurer que tout le monde à l'intérieur de l'organisation comprenne la raison d'être et la mission du contenu. Donc, qui est justement un content mission statement, que tout le monde comprend pourquoi on crée du contenu et que tout le monde soit aligné là-dessus. Et le aligné là-dessus, je pense que ça, c'est un des éléments qui est, comme tu disais, le nerf de la guerre. C'est ce côté où on veut que chaque personne qui va être impliquée, des gens qui sont directement à l'intérieur de l'équipe de contenu, que ce soit les rédacteurs, les directeurs, les rédacteurs en chef, direction éditoriale, chargé de projet, coordination ou autres, jusqu'aux personnes qui vont être justement peut-être interviewées pour certains articles, nos fameux subject matter experts, et de pouvoir donc s'assurer que tout le monde est bien aligné puis tout le monde comprend la même chose. On doit souvent travailler en contenu avec de bons nombres de départements à l'interne du côté des marques, et il faut s'assurer que tout le monde puisse être bien aligné là-dessus. Donc, je te dirais pour stratégie, c'est un peu c'est tout ce qui touche la planification et la définition des priorités, là, mais le nerf de la guerre, là, à ta question, au challenge que tu m'as donné, ce serait ce volet de s'assurer que tout le monde est aligné. Deuxième axe sur lequel les équipes de contenu travaillent, c'est le volet création. En création, lorsqu'on parle de création, c'est vraiment c'est la gestion de la création brute. Ce sont les concepts de quoi on va parler. Souvent, on va mentionner, quand on parle de stratégie, là, on va parler de piliers de contenu et de choses comme ça. Donc, c'est cet aspect de dire, OK, de quoi on doit
parler avec notre audience. Il y a un volet stratégique qui a été développé, mais là, précisément, là, qu'est-ce qu'on devrait produire? Donc, cet aspect création-là, qu'on peut appeler conception aussi, à certains moments, c'est de dire, ben, OK, on a une idée, puis on va commencer à la définir. Le défi, à ce niveau-là, ben, c'est de s'assurer que il y a un volume raisonnable en termes d'attente au niveau de la création pour pas qu'on soit constamment en train de sortir tellement d'idées qu'à un certain moment, on dévie légèrement de notre cible puis qu'on commence à faire du contenu pour tout et pour rien. Donc, on veut éviter ça. Donc, il faut s'assurer que la stratégie est de donner des balises fermes sur quels sont les contenus qu'on doit produire et après ça, de pouvoir statuer sur, OK, voici le nombre qu'on doit créer et d'ainsi, je reviens un peu avec mon framework, mon cadre de tantôt, qu'on puisse avoir quelque chose d'assez clair. Troisième axe sur lequel une équipe de contenu travaille au niveau de sa gouvernance dans ses façons de faire, c'est l'aspect de production. Mais là, on a eu l'idée, on sait qu'est-ce qu'on doit produire, mais maintenant, on le produit. Dans le cas du nerf de la guerre, je reviens avec ton expression de tantôt, c'est vraiment là où on commence à créer des livrables en tant que tels, que ce soit des vidéos, des articles, des podcasts, name it. Alors, dans la production, le défi, ça va être la gestion, justement, de la valeur de production. On va faire un webinaire bientôt, je te l'annonce, sur tout le modèle Hero Hub Help et je vais t'interviewer sur le sujet parce que tu en es un grand spécialiste. Il faut savoir justement quand est-ce qu'on doit développer des pièces de contenu Hero et investir beaucoup d'argent et quand est-ce qu'on doit développer des pièces de contenu qui vont coûter moins cher mais sur lesquelles on va pouvoir itérer peut-être plus vite. Puis on en parlait dans notre dernière heure avec Toast, cette idée de jouer sur le volume de production, c'est le grand défi en ce moment, c'est le nerf de la guerre, de pouvoir s'entendre avec tout le monde sur comment est-ce qu'on va articuler ces différentes productions-là et comment on va justement maximiser l'utilisation de notre budget. Ça, c'est l'aspect production. Fait qu'on a parlé de stratégie, de création et de production. Là, maintenant, on arrive on a du contenu. Là, on tombe à la gouvernance, les processus qui touchent toute la suite, là. Donc, la commercialisation, c'est tout l'aspect de planification et de distribution. Donc, c'est créer son calendrier éditorial, puis de l'activer et de distribuer le contenu. C'est de choisir ses bonnes plateformes, c'est de choisir sa bonne cadence. C'est informé par la stratégie, mais reste que il y a un air de la guerre, puis un défi pour les équipes de contenu en ce moment. C'est comment balancer planification versus agilité. Donc, c'est quoi le ratio qu'on devrait donner justement entre du contenu qu'on planifie d'avance, longtemps d'avance même, parce que ça va nous permettre de le produire, et du contenu où il y a une demande de dernière minute, il arrive quelque chose dans l'actualité, une annonce qui n'était pas prévue, qu'il faut justement faire activer, un contexte économique qui est changeant constamment. Le défi, ça va être de garder une certaine flexibilité dans les équipes, et ça, c'est pas nouveau, puis c'est pas particulier à cette époque-ci. C'est vraiment depuis toujours le défi. Comment est-ce qu'on balance planification et agilité? Puis comment est-ce qu'on fait en sorte que notre planification ne devienne pas de l'agilité parce qu'on produit tout le temps à la dernière minute? Voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Je te vois sourire. On connaît ça. L'activation, ça, c'est vraiment intéressant parce que le nerf de la guerre, c'est que ce bout-là, il est souvent oublié. Il est inexistant dans les équipes de contenu, dans les façons de faire. C'est le moment où on partage, on distribue et on publie, certes, notre contenu, mais il y a un volet dans le mot activation qu'on utilise souvent, puis c'est un anglicisme, là, toi puis moi, qu'on utilise, puis tous les autres ici, c'est la socialisation du contenu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut pas dire de transformer notre contenu et de le préparer pour les réseaux sociaux. Ça veut dire d'en parler, de faire connaître le contenu qu'on a et de le faire connaître à l'interne, à l'intérieur de l'organisation. Un contenu qu'on développe et qui va vivre sur LinkedIn ou qui va être déposé sur notre blog ou une superbe vidéo d'études de cas qui va aller vivre sur la chaîne YouTube ou je sais pas quel autre endroit, ben toutes les équipes pertinentes devraient être au courant que ce contenu-là existe maintenant à l'intérieur de l'organisation et il ou elle devrait l'utiliser aussi. Donc, on veut développer, produire, créer du contenu certes, qui va être utilisé par l'équipe de contenu, puis diffusé, puis exploité, mais on veut avoir des situations où il y a ce contenu-là qui est utilisé par les équipes à l'interne.
Un exemple qu'on a vécu, un exemple qu'on a vu justement, c'est des situations où à l'intérieur d'une marque, il peut arriver que l'équipe, par exemple, réseaux sociaux, crée du contenu. Ce contenu-là existe sur les réseaux sociaux, mais l'équipe CRM n'est peut-être pas nécessairement au courant de l'existence de ce contenu-là et se retrouve à non pas créer des contenus pareils, mais surtout à créer des contenus pour combler une infolettre, une automatisation, une séquence de nurturing ou autre, quand ils auraient pu aller chercher et réutiliser le contenu qui avait été fait pour les réseaux sociaux à l'intérieur de leurs différentes séquences de nurturing, d'automatisation. Donc, c'est de Ou créer même, ces liens-là. je te dirais, non seulement elle n'était pas au courant, mais en fait, on est 4 étapes plus loin là, dans tes défis on aurait pu être au courant si on avait arrimé nos calendriers de production ou si on avait arrimé nos échéances parce que, comme tu dis, peut-être que le CRM, eux, leur calendrier, ils sont beaucoup plus avancés, puis le calendrier social, il est beaucoup moins. Fait qu'il faut trouver la façon, en fait, d'arrimer des calendriers différents pour justement pouvoir l'activer puis l'utiliser à bon escient, dans le fond, dans les deux côtés, même si on n'est pas sur les mêmes rythmes de production ou de déploiement ou quoi que ce soit aussi. Oui, c'est ça. Puis créer ces échanges-là, créer ces collisions-là à l'intérieur de l'organisation pour que les contenus voyagent un peu plus, puis soient utilisés un peu plus. Des fois, on a vu certains clients où les contenus sont produits, sont distribués, puis sont oubliés. Mais en réalité, pour avoir une durée de vie bien plus longue. Donc, ça, c'est le volet activation et, on va utiliser ce mot-là, même si c'est pas parfait, socialisation. Ça, c'était notre 5e axe. Puis notre dernier axe, c'est le volet mesure. C'est vraiment un défi de tous les jours, de mesurer la performance du contenu. Non pas d'aller chercher le nombre de pages vues, d'aller chercher le nombre de clics. Les chiffres, on est capable de les sortir. Le défi dans les équipes, c'est d'être capable de transformer ça en un insight concret pour l'organisation. Voici ce qu'on a fait et voici ce que ça donne et voici comment ça contribue à la croissance de l'organisation. C'est un skill en soi de pouvoir faire ça et donc de pouvoir réussir à bien mesurer. OK, ça, on est capable de le faire, mais surtout de pouvoir transformer ça en quelque chose de concret par rapport à l'organisation, ben ça, c'est d'autant plus important. Ça, c'était mes 6 axes. Stratégie, création, production, commercialisation, activation et mesure, les 6 axes de toute bonne équipe de contenu. Good. Bon, ben là, on a comme touché un peu aux équipes au sens large, dans le fond, tout le monde, mettons, qui travaille pour le même but. Maintenant, si on rentre un petit peu plus à l'individu ou au poste en tant que tel dans les équipes de contenu, comment tu vois, en fait, en ce moment, l'évolution des postes au sein de ces équipes-là, puis comment les gens, eux aussi, peuvent évaluer leur développement personnel à même de ces équipes-là avec tous ces changements-là? Ben, tu sais, on en parlait un peu tantôt, là, la démocratisation du contenu et tout et tout. Fait que certes, il y a des changements, des mutations qui s'opèrent à l'interne, mais il y a autant de changements et autant de mutations qui se font à l'externe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les consommateurs, les audiences, elles bougent, elles changent. Il y a une nouvelle façon un peu de rejoindre telle ou telle génération, ou à un certain moment, telles plateformes fonctionnent moins. Puis je m'étais sorti papier, justement, mes notes ici, où c'était une statistique à l'intérieur d'un rapport de Gartner qui mentionnait que d'ici 2025, donc dans 11 mois, bon, façon de parler, mais bref, dans les prochains 2 ans, 50% des consommateurs, là, au sens large, ont mentionné qu'ils vont changer et ou diminuer grandement leur façon de consommer et d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, à l'intérieur des équipes, là, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va réagir à ça? Comment est-ce qu'on va développer notre agilité par rapport à ça? Mais surtout, comment est-ce, et c'est là que ça devient important, comment est-ce qu'on va développer notre propre talent à l'interne? Puis là, je m'adresse un peu plus aux gestionnaires dans ce cas-ci. Comment on fait pour s'assurer que le pool de talents avec lesquels on opère le programme de contenu soit up to speed, soit au courant des dernières façons de faire, puis se tient à jour? Nous, ici, chez Toast, on essaye du mieux possible de le faire à l'intérieur du temps qu'on a. On a parti un peu avant les fêtes, ce qu'on a appelé le 5%. Donc, c'est un 5% du temps. C'est une demi-journée aux 2 semaines où l'objectif, et ça, c'est moi qui se croise les doigts ici, puis qui se dit, mon grand objectif, ça serait que chaque personne ici, incluant Sean, incluant moi, on passe une demi-journée aux 2 semaines
sur YouTube pour aller voir c'est quoi qui se fait en ce moment. Je dis YouTube à la blague, mais ça serait TikTok, ça serait toutes les plateformes. Ça serait d'aller lire, d'aller se développer, d'aller apprendre parce que ces choses-là, c'est pas nécessairement des choses qu'on va pouvoir apprendre à 100% ou qui seront le plus cutting edge du monde à l'intérieur de formations ou autres. On donne des formations chez Toast, on donne des formations du côté d'InfoPresse, on en donne à différents endroits et je le mentionne souvent au début de chaque formation. L'idée est de couvrir les grands fondements. On n'est pas là, du moins dans le type de formation qu'on donne de façon récurrente, on n'est pas là pour être le plus cutting edge au monde. On est là pour vraiment s'assurer que les grands fondements sont là pour qu'on puisse se maintenir cutting edge au fil du temps par la suite. Donc, j'aimerais souvent demander aux gens qui sont dans un poste de contenu en ce moment, quel va être votre poste dans 10 ans? Puis souvent, ça amorce. Je vois des yeux qui montent des fois, puis je vois des gens qui se mettent à réfléchir. Et des fois, on le sait pas. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va être dans 10 ans. Donc, l'importance du développement du talent à l'intérieur des équipes de contenu est essentielle. Sans être alarmiste, suivant ta question de quel sera ton poste dans 10 ans, quel type de poste tu penses sont plus sujets à changement en termes de contenu? Puis, autre que les 5% qu'on fait, autre que les formations pour comme élever tout le monde au même niveau de fondamental, comment on peut rester ahead of the curve pour peut-être pas perdre son emploi dans 10 ans ou que son emploi soit pas complètement rendu quelque chose d'autre si on voulait pas que ça t'arrive? Ben, j'aurais envie de dire deux choses. Il y aurait deux postes pour le moins qui selon moi, vont évoluer quand même. Le premier, c'est créateur de contenu. Créateur de contenu au sens large, mais ça peut être créateur de contenu au sens assez précis du terme. Un ou une rédactrice de contenu va devoir modifier ses façons de faire. On va sûrement, et tout ce qui touche l'intelligence artificielle générative, je veux pas tomber dans le panneau du buzzword là-dessus, mais va venir avoir un impact sur la création de contenu dont on parlait tantôt et l'idéation. Donc, c'est important de se tenir à jour. Et peut-être que ces postes-là de rédaction deviendront des stratèges de rédaction. Donc, c'est des gens qui vont réfléchir à quoi et comment on devrait rédiger ce texte-là, par exemple. Idem pour la vidéo. Mettons, aussi. Comment tu dis? Où sont les failles aussi dans ces outputs de rédaction-là qu'on va recevoir, qui sont peut-être plus à la cote ou qui sont peut-être à la cote, mais comment qu'on les rend, dans le fond, individuels et uniques à nous aussi en tant que stratège de rédaction, dans le fond, pour l'entreprise. Absolument, absolument. Donc, il va y avoir une évolution qui va se faire. Deuxièmement, créateur de contenu, bien évidemment, vidéo. Ça change tellement vite que, en termes de format et même en termes d'outils et de technologies à notre disposition, ça aussi, ça évolue grandement. Donc, il y a l'aspect un peu création et production du contenu, mais je pense qu'il y a un rôle qui va devoir évoluer aussi, puis c'est le rôle qu'on aime appeler et que peu d'organisations ont, c'est le rôle du Chief Content Officer. C'est vraiment cette personne qui a le rôle et la responsabilité de développer le lien de confiance avec les audiences, de développer le lien de confiance avec les consommateurs, les clients, qu'ils soient existants ou futurs. Et la confiance est d'ailleurs un enjeu qui va être au cœur de tout ce qu'on va vivre comme équipe de contenu au cours des 2 prochaines années, particulièrement d'ici les élections américaines. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais le rôle du Chief Content Officer va avoir cette évolution-là assez grande. Pourquoi? Parce qu'il va devenir quand même assez pivot à l'intérieur de l'organisation. Il va devoir développer de plus en plus d'attaches avec les autres exécutifs à l'intérieur de l'organisation et pouvoir développer justement ces relations-là dont on parlait tantôt et venir faciliter ces relations-là avec les équipes. Donc, j'ai envie de dire que c'est entre autres 2 des rôles qui vont justement évoluer. Maintenant, on arrive à la prochaine question qui va englober le sujet des licornes, mais je vois aussi les mots croissance. Encore, mais on l'avait mis dans le titre. Je vois le mot aussi croissance des équipes et le mot danger. Est-ce que tu peux nous parler des dangers, en fait, de croissance d'équipe et comment ça a un lien avec les licornes professionnelles? J'aime ça. Alors, si je reviens dans mes fameux rapports, début d'année, là, j'ai ma tête dans les rapports, fait que j'ai encore un autre rapport à citer. Celui-là, c'est les trends, le rapport des tendances B2B que le content
Content Marketing Institute sort à tous les ans, donc celui qui est sorti il y a un mois ou deux, mentionnait, en B2B cette fois-ci, le chiffre B2C n'est pas sorti, mais on peut s'attendre à ce que ça ressemble quand même, 42% des dirigeants prévoient une croissance des budgets de contenu et seulement 6 prévoient une décroissance. Donc, la balance est un peu dans la stabilité, mais 42% qui prévoient une croissance des budgets de contenu. Si on met ça en adéquation avec le contexte économique actuel où, dans certains cas, on voit souvent des mouvements un peu ou des réactions un peu knee-jerk, knee-jerk qui est l'expression de dire je bouge trop vite, un peu réflexe, des hauts dirigeants de dire OK, difficulté économique, on prend pas de chance, on fait un gel d'embauche. On a une augmentation du budget et où on pourrait même dire des attentes en contenu, puis on a un gel d'embauche de l'autre bord. Qu'est-ce que ça donne? Ça ajoute une pression sur l'équipe existante. Donc, ça ajoute une pression sur les talents présents à l'intérieur de l'équipe à faire plus, avec plus de moyens, certes. On va peut-être pouvoir appeler un peu plus de pigistes à l'externe et autres. On va peut-être pouvoir faire appel à une ou deux agences de plus ou de mandater notre agence de contenu à produire un peu plus ou à nous accompagner un peu plus. Oui, mais ça ajoute une certaine pression. Et dans certains cas, ça peut donner lieu à la création à l'intérieur des équipes de contenu ou d'une équipe de contenu de ce que j'appelle affectueusement la licorne. Qu'est-ce que la licorne? Alors, la licorne à l'intérieur d'une équipe de contenu, et c'est pas le seul endroit où on peut en trouver, mais j'aime bien l'image avec notre équipe créative de tantôt, c'est une espèce de couteau suisse. C'est une personne dans l'équipe qui dit oui à tout. Qui dit oui, je vais aller tourner ça avec mon cellulaire. Ah oui, je peux faire du montage. Ah oui, tu as besoin de faire un assemblage sur Canva, aucun problème. Ah, on enregistre un podcast? Laisse-moi faire un peu de recherche. Lundi, on pourrait enregistrer ça dans une des salles de conférence. Ah, Photoshop. Ah, rédaction. Ah, gestion de projet. Ah, Monday. Ah, ClickUp. Ah, Jira, Slack et compagnie. C'est ça, une licorne. C'est une personne qui est extraordinaire dans sa capacité d'absorption justement de tous les défis un peu dont on parlait tantôt quand on parlait des axes de gouvernance puis des responsabilités d'une équipe de contenu. Ben, dans ce cas-ci, cette idée de la licorne, c'est cette personne qui accumule les chapeaux sur sa tête. Ça, aucun problème. Elle a du temps. On lui donne le temps pour avoir tous ces chapeaux-là, mais reste qu'à l'intérieur de l'équipe, c'est quand même une personne qui a beaucoup de chapeaux. Donc, c'est un peu un enjeu, là. Puis, il y a une expression que j'aime beaucoup, là, parce que cette personne-là, oui, certes, elle a beaucoup de chapeaux, mais est-ce que c'est une experte nécessairement en toutes ces choses-là? Pas nécessairement, mais expression encore une fois anglophone qui est appropriée. A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Donc, oui, certes, votre licorne à l'intérieur de l'équipe, est-ce que c'est le meilleur vidéaste au monde? Est-ce que c'est la meilleure personne pour faire les analyses de mots-clés dans SEMrush pour le SEO? Peut-être pas, mais c'est peut-être mieux que d'avoir un expert très précis dans l'équipe sur une chose qui ne fait rien d'autre. Fait que le problème, c'est que c'est utile d'avoir des licornes. C'est utile quand même. Combien de chapeaux, selon toi, ou de couteaux dans ton couteau suisse ou de cornes sur ta licorne sont comme trop pour être efficaces? Parce que là, on jack of all trades, mais all, ça commence à être beaucoup de choses. Est-ce que tu te limiterais une licorne professionnelle à 2, 3 grosses tâches ou... En fait, le danger, quand je mentionne qu'à l'intérieur d'une équipe qui travaille sur du contenu, le danger, c'est la licorne, j'ai envie de dire que c'est pas tant le nombre de chapeaux qu'on lui met. C'est cette personne-là qui est un peu, façon de parler, un danger pour elle-même parce qu'elle accepte ces chapeaux-là. Et là, la curiosité dont on parlait tantôt, puis elle a le goût, cette personne-là, ce gars-là ou cette fille-là, d'apprendre le montage, d'apprendre Google Analytics, d'apprendre en même temps à utiliser je sais pas quel autre outil ou de développer telle autre capacité, faire des entrevues avec des audiences. Cette personne-là est un peu un risque pour elle-même, puis je le dis évidemment entre guillemets, mais c'est cette idée que cette personne-là dit toujours oui. Et le problème, quand on a une personne qui dit toujours oui, ben on lui en demande encore parce que, non pas parce qu'on veut profiter de sa grande générosité, c'est juste parce que quand on ne sait pas vers où se tourner, on le sait que cette personne-là va être game d'essayer de
hacker la solution ou de trouver comment fonctionne la patente. Fait que je sais pas s'il y a un nombre de chapeaux en tant que tel, mais je pense que c'est le danger, et c'est de le voir, surtout pour les gestionnaires, de les voir, ces gens-là qui disent tout le temps oui, puis qui se mettent à apprendre plein de choses. C'est super motivant d'être à côté de quelqu'un comme ça. Parce que tu vois la personne qui se développe, qui apprend, qui dit « regarde, j'ai trouvé comment faire ça, j'ai trouvé la solution à telle affaire. » Mais comme gestionnaire, ça peut devenir un risque à l'intérieur de l'équipe. Ça peut aussi devenir un risque, je suppose, pour l'organisation, parce que si tu réussis à décupler, en fait, ou à donner tellement de rôle à ta licorne, puis elle décide de partir ou elle se fait enlever par quelqu'un d'autre, malheureusement, après, peut-être qu'il faut que tu embauches 3 nouvelles personnes, mais tu l'avais pour une personne. Fait que ta licorne devient difficilement remplaçable, surtout du jour au lendemain. C'est très difficile de remplacer une licorne parce que chaque licorne est unique. Là, j'ai une petite image dans ma tête de licorne avec plein de couleurs, là. Fait qu'imaginez, toutes les couleurs sont pas pareilles sur toutes les licornes. Parce qu'ils n'ont pas toutes appris la même chose. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on retrouve des fois des affichages complètement ridicules, j'exagère, sur les boards d'emploi qui demandent je voudrais que la personne soit niveau 4 en Google Analytics et puisse me rédiger un excellent texte dans 3 langues. C'est pas la même personne habituellement qui peut faire ça, mais le problème habituellement, c'est que cette liste de tâches-là existe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui faisait ça dans l'équipe juste avant. Sauf que c'est la seule personne au monde qui est capable de combiner ces tâches-là, donc ça devient difficile. Donc oui, comme gestionnaire, les dirigeants, les chefs d'équipe et même les collègues se doivent de garder un œil. Y a-t-il des licornes dans l'équipe qui sont irremplaçables? Et si oui, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive s'il faut que ça se passe? Puis après ça, il y a tout l'enjeu de mon Dieu, es-tu correct, cette personne-là? Elle en fait tellement, comment ça se passe dans sa tête? Des fois, une licorne a le goût de se spécialiser un jour dans quelque chose. Il y en a qui aiment ça, qui être touche à tout, couteau suisse, puis qui vont être d'extraordinaires partenaires dans différentes équipes. Mais il y en a d'autres à qui disent « Ah, ben tiens, finalement, je viens de trouver ma voie, puis c'est ça que j'aimerais continuer. » On va passer à la prochaine question qu'on avait, qui est la mise en place, en fait, d'un comité éditorial, pardon. Et est-ce que c'est nécessaire, en fait, dans la nouvelle structure, en fait, qu'on veut avoir en 2024? Bien, on le mentionnait tantôt là, quand on parlait des axes, puis il y avait l'axe d'activation, là, donc l'axe de socialisation, notre mot semi-inventé. Là. Un des défis pour 2024, puis je pense que ça devrait être sur le to-do ou la to-réflexion, la to-do réflexion, de se poser la question, est-ce qu'on a un comité éditorial à l'intérieur de l'organisation? Et sinon, est-ce qu'on en a besoin d'un? Qu'est-ce qu'un comité éditorial? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est cette notion d'un comité qui permet, je veux dire, de mettre ensemble les différentes parties prenantes à l'intérieur de l'organisation sur une base régulière pour aligner. Ton exemple tantôt, quand tu parlais justement d'aligner des calendriers, d'aligner des besoins, de peut-être optimiser des budgets parce que toi, tu as besoin de ça, moi aussi, j'en ai besoin. Hey, on s'arrange-tu pour pouvoir sortir ça en même temps, puis pouvoir C'est ça le comité éditorial. Et dans certains cas, dans certaines grandes organisations, c'est manquant. Ce qui veut dire que la main gauche parle pas toujours à la main droite. Et puis, on se retrouve dans des situations où soit que des contenus sont créés en double, en triple ou en quadruple, on l'a vu, ou des contenus ne sont pas utilisés à leur plein potentiel. Donc, moi, j'ai envie de dire, le comité éditorial est un essentiel dans les grandes organisations. Puis je pense que toutes les organisations devraient se poser la question, est-ce que ça pourrait être pertinent pour nous? Puis ces processus-là, justement, qui rattachent tous ces groupes-là qui composeraient le comité éditorial ou que le comité éditorial, en fait, aurait son mot à dire dedans, est-ce que c'est mieux de laisser ça un petit peu souple ou est-ce qu'il faut, de quelque façon, le systématiser, en fait, à travers l'entreprise? Bien, la notion des processus, on parlait de People Process Tools, là, PPT, il y a un petit moment tantôt. Là. Au niveau des processus, il faut réussir à trouver une certaine forme de systématisation. Là. Un des processus qui est très important, là, justement, quand on tombe dans des organisations un peu plus grandes, c'est tout le processus de prise de commande. Qu'est-ce que je veux dire par prise de commande? Là, puis on le voit, puis il y a différentes façons de l'itérer là, à l'intérieur des organisations avec lesquelles on travaille. C'est cette idée que l'équipe des ventes a un besoin
pour un contenu X ou Y, pour pouvoir justement permettre aux représentants de communiquer ou d'avoir quelque chose de plus à envoyer aux clients potentiels, ou l'équipe du service à la clientèle a besoin d'un contenu, ou la haute direction a besoin d'un contenu pour accompagner la sortie d'un rapport annuel. Donc, la prise de commande doit avoir son propre processus pour qu'il puisse y avoir quelque chose d'assez systématisé sur quelles sont les demandes qu'on a, dans quel ordre on va pouvoir les prioriser, à quel moment on va pouvoir les sortir, et qu'on puisse permettre à chacune des parties prenantes qui nous fait ce genre de demande-là, de l'extérieur de l'équipe de contenu, de pouvoir avoir une vue, d'avoir une certaine visibilité sur le processus de production, et de savoir quand est-ce qu'ils vont l'avoir, comment ça va fonctionner, quelle est l'équipe impliquée et tout. Fait que l'idée du processus de prise de commande, ça, c'est quelque chose, c'est un exemple de processus qui doit être systématisé. Fait que là, on parle pas de grands trucs nécessairement hyper complexes, là. Ça peut être un inbox interne que certains membres vont consulter une fois par jour ou 2 fois par jour. Ça peut être un formulaire dans Jira ou dans Monday. Ça peut être... Il y a plein de façons par fax. Mon Dieu, ça pourrait être une bonne façon de diminuer des fois les demandes de contenu. C'est si vous imposez à vos collègues de vous envoyer la demande par fax. Ça pourrait être très efficace pour diminuer les demandes que vous Surtout si les équipes sont plus jeunes. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut juste s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui peut changer le rouleau du fax une fois de temps en temps, là, pour qu'il y ait du papier. Mais sinon, ça peut être de la bonne façon. Un autre élément, une autre façon de faire aussi en termes de processus, c'est de développer ce qui pourrait être appelé un centre d'excellence. Un Center of Excellence, c'est une façon justement de pouvoir centraliser l'expertise de contenu, donc, mais de la brander à l'intérieur de l'organisation. C'est pas juste voici l'équipe de contenu, non. Voici les experts en contenu. Ils sont disponibles pour vous conseiller sur les contenus à produire. Donc, c'est pas juste des preneurs de commandes, c'est vraiment des conseillers qui peuvent vous dire « Hey, voici comment vous devriez le faire, votre contenu. » Ou sinon, encore mieux, imaginez « Hey, on l'a fait il y a 3 mois, ce contenu-là. On pourrait juste le rafraîchir un petit peu, puis vous pourriez le renvoyer. » Donc, le centre d'excellence, ça vient avec toute une série de processus, mais c'est on pourrait dire un centre de service, mais c'est pour ça qu'on l'appelle centre d'excellence, parce qu'on veut le brander autour de l'expertise qui existe à l'intérieur de ça. C'est pas, je vais appeler un pigiste pour rédiger mon truc. Non, je vais appeler la gang du Center of Excellence, puis ils vont pouvoir me le sortir le mieux possible à l'intérieur de tous les guidelines légaux de marque et autres qu'on a dans notre organisation. Donc, pouvoir sauver du temps. Donc ça, le centre d'excellence, c'est une autre façon justement de pouvoir mettre en place certains processus. En une phrase, mettons, comment tu distinguerais le centre d'excellence d'un comité éditorial et est-ce qu'ils sont nécessairement mutuellement exclusifs ou ils peuvent avoir des tâches connexes, en fait, à même les deux? Définitivement, il peut y avoir des tâches connexes. C'est 2 choses distinctes, évidemment, dans la mesure où le comité éditorial est là pour qu'il y ait un échange d'informations, un partage d'informations sur comment ça s'organise, comment s'organisent les choses. Le centre d'excellence, il y a vraiment la notion il y a du savoir, il y a de l'expertise à l'intérieur de cette équipe-là et on peut y faire appel. On peut faire appel à ces gens-là justement pour nous aider, nous accompagner dans la création de notre contenu. Certaines entreprises, certaines très grandes organisations, le centre d'excellence en contenu accompagne les hauts dirigeants dans la préparation de leur deck de présentation. C'est du contenu qui est vie à l'intérieur de l'entreprise, c'est de la communication interne dans certains cas, externe même dans d'autres, mais de savoir que c'est le centre d'excellence du contenu qui prépare ces éléments-là avec le haut dirigeant, ça permet justement d'assurer un alignement qui est beaucoup plus constant dans l'organisation. Et quand on commence à mettre en place les processus, on commence à pouvoir maintenir justement cette belle balance-là entre la planification et l'agilité. Parce qu'on a une façon de fonctionner qui nous donne une visibilité sur ce qu'on a, ce qui s'en vient, puis ce qui vient d'être fait. Dernière petite question avant qu'on passe à vos questions, si jamais il y en a. Les outils. C'est le dernier dans le PPT, tools, outils. Il reste très varié et peu systématisé pas comme les processus. C'est quoi la formule magique ici? Il n'y a pas... Puis on nous le demande là, constamment à l'intérieur des mandats qu'on fait. Là, c'est quoi le meilleur outil pour gérer notre contenu? C'est quoi la meilleure plateforme? On n'en a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. Si elle existe, on ne l'a pas encore trouvée. Si vous en avez, écrivez-nous, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs. Là, nos profils sont bien ouverts. Faites-nous part de vos outils préférés. On adore découvrir des nouveaux outils, mais en ce moment, il n'y a pas d'outils systématiques qu'on recommande. Chaque organisation a besoin d'outils différents, puis
C'est un petit peu un problème dans l'industrie, je dirais. Il y a des solutions très, 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 très dispendieuses qui veulent être la Ferrari de la gestion, de la production, de l'activation du contenu et tout ça. Ça coûte énormément cher. Ça demande un haut niveau de gestion après ça pour pouvoir maintenir ces choses-là en place. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire que ça existe, mais il n'y a rien d'abordable. Il n'y a rien qui est à hauteur d'homme puis qui est justement disponible, je pense, pour un plus grand nombre d'équipes. Donc, il n'y a pas de recette magique. Personne semble avoir vraiment trouvé le Saint Graal, mais à la limite, je pense qu'on est encore dans des façons de faire, des volumes, et je pense qu'on va l'être encore pour plusieurs années, à ce que ça puisse être géré avec des outils maison. L'important, c'est d'en avoir. L'important, c'est d'avoir des outils maison, d'être capable d'avoir un endroit où est répertorié l'ensemble des contenus qui ont été produits dans le passé, puis qu'on puisse faire une recherche. Est-ce que ce contenu-là a déjà été produit? Oui, parfait, je vais le réutiliser ou je vais le rafraîchir. Je ne vais pas nécessairement le recréer à nouveau en gaspillant du budget à ce niveau-là. Je pense que ça fait le tour de mes questions pour le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que tu avais des derniers points que tu veux nous faire part sur soit les licornes, la gouvernance ou les équipes en contenu en général? Ben, tu sais, j'ai envie de dire, on est souvent, les gens de contenu, considérés comme des drôles de bébites à l'intérieur de l'écosystème marketing. Mais ce qui est en train d'arriver de plus en plus, marketing et communication, mais ce qui est en train d'arriver de plus en plus, c'est que on réalise à l'intérieur de beaucoup d'organisations que le contenu est partout. J'utilisais l'exemple des hauts dirigeants et leur présentation PowerPoint pour des conférences internes ou externes en termes d'exemple. On n'y pense pas souvent que c'est réellement du contenu. Mais quand l'expertise qu'on développe en tant qu'expert, stratège, peu importe, ou licorne de contenu, justement, ben c'est cette idée qu'on connaît l'audience, on connaît les audiences, on est capable de rapidement saisir les besoins d'une audience, d'être capable d'adapter le message, d'adapter la façon de le présenter, d'adapter le format dans certains cas quand c'est possible. Mais notre expertise en tant qu'équipe de contenu commence à rayonner de plus en plus à l'intérieur des organisations. Et je pense qu'il y a un besoin de systématisation d'une certaine façon, mais surtout un besoin de valorisation aussi pour faire valoir cette expertise-là à l'interne. Et ça, c'est essentiel. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que nous, ici du moins, là, au quotidien, c'est ce qu'on veut aider les gens à pouvoir accomplir. Je terminerai sur une petite anecdote parce que ça m'a fait penser à... De un, j'aurais aimé ça avoir cette description-là à donner il y a 7 ans parce que quand j'ai commencé chez Toast, il y a de là à peu près 7 ans, j'étais au Gémeaux pour ma première fois. J'étais super excité d'être là et il y avait une ancienne collègue à nous qui faisait le tour en fait du groupe et qui présentait à un autre de ses anciens collègues qu'est-ce que tout le monde faisait chez Toast. Et quand ça arrivait à moi, elle m'a regardé, elle a dit qu'est-ce que tu fais? Puis je pense que ça, c'est comme que tu disais, les gens trouvent que le contenu, c'est une bébite très particulière. Puis c'est super dur à expliquer quand tu n'es pas dedans ou quand tu ne baignes pas dedans à 100%. D'où le fait que les clients, quand ils décident de se lancer dans des initiatives de contenu, s'ils ne le font pas à l'année longue, ça peut être challengeant, ça peut être intimidant, mais ultimement, dans le fond, il faut juste essayer des trucs, il faut vouloir avoir la curiosité, comme tu as mentionné plus tôt, puis vouloir essayer d'améliorer nos processus, notre contenu et tout ça là-dedans. Chapeau. Oui, oui, ça. Mais tu sais, je pense que c'est la raison pour laquelle on fait ces heures-là ensemble en invitant la planète entière. On aimerait ça, mais on est très content de tous ceux qui sont présents. Puis qui nous écoutent en ce moment. C'est vraiment de pouvoir amener ce vocabulaire-là aussi. On parle beaucoup, nous ici à l'agence, on jase ensemble, on développe du vocabulaire. Des fois, on en développe quelque chose le mardi, on le renomme le mercredi, puis le jeudi, on y trouve un troisième nom. Mais de développer, il y a un vocabulaire, puis une attitude, puis une posture à développer par rapport à ce qui est fait dans les équipes de contenu. Et beaucoup d'équipes sont hyper valorisées à l'intérieur de leurs organisations, puis on veut propager ça à toutes les autres aussi. Donc, je pense que si on avait pas un grand défi, mais un grand objectif, une grande mission, ça serait entre autres de cette façon-là. Je regarde juste dans le clavardage, il y a Gwenaëlle qui mentionne justement un outil de gestion des librairies de contenu qui s'appelle Casted. Tu vois, un autre que moi personnellement je connaissais pas, mais qui est un outil qui je pense que plusieurs organisations devraient se permettre et mériter d'avoir, qui est un DAM,
un Digital Asset Manager. Il y en a plusieurs qui en ont, mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours utilisé avec toute la valeur que ça peut produire. Donc, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, Cynthia, chez Atypique, qui mentionne Francis Jeté, a fait un Notion qui s'appelle la machine à contenu, qui vient justement permettre à l'intérieur de Notion, c'est un gabarit que vous pouvez vous procurer, mais ce genre d'outil-là qui accompagne justement les gens dans les différents processus, puis certaines des étapes dont on a parlé aujourd'hui, puis au niveau de la stratégie, c'est toujours bien intéressant. Fait qu'il y a énormément d'outils, c'est à chacun de trouver le bon pour son organisation, pour son équipe. Et puis, ben voilà, on se souhaite tous de pouvoir réussir ça en 2024. Alors, merci beaucoup, Sean. C'était Sean Grenier qui m'interviewait aujourd'hui. La prochaine fois, j'interviewe Sean. Normalement, la prochaine fois qu'on fait cette formule-là, j'interviewe Sean sur Hero Hub Help. On verra qu'est-ce que ça nous amènera comme réflexion. Sinon, entre-temps, je vous souhaite d'excellentes journées et puis on se revoit très bientôt. Merci. Bye bye. Merci.